Quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Pour que on ne dise pas que depuis 63, Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. La diaspora donne son avis sur la situation sociopolitique au Togo. Oui, c'est important. Cette émission, j'avais laissé une partie, deuxième partie, ça c'est la suite et la fin pour cette semaine. Vraiment, c'est très intéressant avec un docteur, soi-disant docteur, qui n'arrive pas à bien expliquer les choses. Bon, vous-même, vous allez découvrir avec et aller suivre les autres vidéos, vous allez voir et lire les commentaires à peu près. Alors, mesdames et messieurs, on va suivre bientôt, mais tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, activez la cloche de notification, c'est très important. Sans plus tarder, suivons tous ensemble. D'avoir le Conseil des évêques du Togo, une autorité légitime, une autorité de Dieu, et ces autorités ont proposé d'assister, n'est-ce pas, ces élections et de nous dire ce qui s'est passé. Mais un simple ministre de l'Intérieur leur refuse, n'est-ce pas, cette participation à la transparence des élections. Vous voyez. Il faut aussi mettre en perspective les témoignages des acteurs. Le cas, par exemple, du président du FDR, Maître Apévon, qui a expliqué comment la première ministre, Victoire Dogbe, s'est permis d'utiliser l'argent, n'est-ce pas, des contribuables togolais pour corrompre dans sa circonscription. Et non seulement elle a été depuis 10 ans désignée ministre à la base, du développement à la base, donc qui devrait œuvrer. Elle est payée pour soulager les souffrances des populations à la base, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a maintenu ces populations dans la souffrance et utilise aujourd'hui la corruption, n'est-ce pas, en remplaçant quelques tôles, en donnant de l'argent pour les funérailles, et ça suffit tout simplement pour faire des Togolais un bétail électoral. C'est choquant avec les moyens de l'État togolais. Elle a quel sou? Elle gagne combien? Pour pouvoir disposer autant de milliards, pour pouvoir faire ce qu'elle est en train de faire, construire une villa qui coûte des centaines de millions. Depuis qu'elle est rentrée au Togo sous les aisselles de Rumbo, qu'elle nous démontre comment elle est arrivée à la fortune qu'elle a aujourd'hui et ce qu'elle en fait comme dépense, comme achat de conscience et comme manipulation politique. Il y a le cas de Kissi, de Jean Kissi également, qui raconte comment c'est incroyable, la fraude aujourd'hui au Togo est devenue, se fait à ciel ouvert, au vu et au su de tout le monde. Et donc, quand vous mettez tout ça en perspective, vous comprendrez que le RPT uni est rentré dans une logique de pouvoir utiliser, non seulement de corrompre les mœurs, c'est-à-dire qu'on encourage les enfants, on encourage les jeunes, on encourage même les chefs traditionnels, on encourage même les proviseurs de lycée à frauder, à braquer les urnes, à multiplier les bulletins. Donc la question des mœurs pose fondamentalement un problème aujourd'hui au Togo, vu la stratégie, n'est-ce pas, du RPT uni. Ça fait 30 ans, n'est-ce pas, Dr. Kate l'a évoqué, ça fait 30 ans que un régime de dictature, n'est-ce pas, autocratique de Yadema a accepté sous la pression du peuple togolais dans les années 90 d'ouvrir le jeu démocratique et de permettre des élections libres et démocratiques. Depuis la première élection, n'est-ce pas, en 93, ça fait pratiquement 31 ans qu'on fait des élections au Togo. Toutes les élections, comment expliquer? Et là, je regarde droit dans les yeux Dr. Kate pour lui demander, je sais que quand même, c'est quelqu'un qui a une morale, qui a une conscience. Et j'interpelle sa conscience pour lui dire comment il explique qu'en 30 ans, un seul parti a toujours gagné en tout temps toutes les élections organisées au Togo. Est-ce que c'est normal?
est-ce que ça permet, n'est-ce pas, une société, un vivre ensemble? Est-ce que ça permet la paix, le développement dans un pays? Ce n'est pas possible qu'un seul parti gagne toujours toutes les élections et à tout moment, que ce soit présidentiel et que ce soit législatif. Et les scores sont toujours des scores soviétiques. Toutes les élections législatives, la seule, sous pression de la communauté internationale, lorsque le peuple togolais était vent debout, qui a forcé et a démarré à accepter les résultats, c'est tout simplement parce qu'on lui a accordé l'opposition a boycotté l'élection de 93, on lui a accordé la présidence, bien que sa présidence soit contestée, et donc il était obligé d'ouvrir un peu le jeu. L'opposition n'a gagné qu'une différence de 2 voix. Mais ça, qu'est-ce qui s'est passé? Violence. Un député a été tué, massacré. L'autre a été acheté pour qu'on renverse quelques mois plus tard le rapport et que le RPT reprenne la main sur ce Parlement. Et donc, sur les 30 ans, le bilan, le bilan parle en soi. Donc, c'est pas normal qu'on soit dans un pays et qu'un seul parti gagne et gagne toujours depuis 60 ans. Ça veut dire que ce n'est pas la démocratie. Ça veut dire que le vote des électeurs n'est pas pris en compte. Ça veut dire qu'on veut gouverner par la force et la violence et la fraude. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi, je voudrais quand même que, en faisant le pari du futur, parce que les hommes passent, le pays reste. La jeunesse togolaise, la diaspora togolaise doit être amenée à pouvoir, même si vous êtes unis, même si vous êtes, vous soutenez Fondation, mais vous devez comprendre que il faut que le Togo avance, le Togo se développe. Et ce cas de figure ne peut pas développer un pays. On ne peut que s'enfoncer davantage. Et si on veut un pays une nation demain, il va falloir changer de braquet, faire une rupture avec cette façon de gouverner, de gérer un pays. Vous avez évoqué les 5 députés. Est-ce qu'ils doivent siéger? Ma réponse est sans ambiguïté. Oui, ils doivent siéger. Pourquoi ils doivent siéger? Tout simplement que, il faut non seulement respecter, n'est-ce pas, la volonté de ces Togolais qui, bien que leurs votes ont été détournés, bien que leurs votes ont été renversés, mais au moins, ils ont choisi de voter pour des députés de l'opposition. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut respecter leur vote. La seconde chose, c'est que tous ces Togolais qui se sont battus, qui ont mouillé le maillot, bien que nous savions les résultats, ces Togolais-là, les efforts qu'ils ont consentis, l'argent qu'ils ont investi, tout cet effort, ce sacrifice, bien qu'à la fin, on leur donne que 5 députés, en siégeant, c'est une façon de donner quand même une certaine d'apprécier ces efforts pour la continuité du combat. Du point de vue stratégique, c'est Kalmas qui dit que c'est le terrain qui détermine la stratégie à faire. L'opposition togolaise, tout le procès qu'on lui fait, c'est tout simplement parce que cette opposition-là a choisi, et je veux le dire de façon très claire à Dr. Kate, et cette opposition a choisi une voie légaliste, a choisi la voie électorale pour prendre le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous avez choisi une voie légale, une voie par les élections, la seule chose que vous pouvez, c'est pas des négociations pour pouvoir faire des réformes, pour que ces réformes puissent améliorer les conditions de prise de pouvoir par les élections. Il se fait que le RPT ne respecte rien du tout, et sans foi et ni loi, toutes les 29 accords finissent toujours par un marché de dupes. Dans ces conditions, la seule voie qui reste aujourd'hui, c'est pas la résistance ou pas d'autres voies plus radicales pour pouvoir les chasser, puisque la voie légale ne nous permet pas seulement de faire un changement possible dans ce pays. Et donc, moi, j'estime que les 5 députés doivent siéger, et quand ils siègent, on sait que le vote ne sera jamais en leur faveur. Ils doivent utiliser tous les voies que permet la Constitution, que permet le Parlement, de pouvoir contester, faire de la pédagogie et parler à la conscience de ces 108 députés du RPT. Et quand le moment vient pour pouvoir faire le vote, qu'ils sortent de la salle et qu'ils viennent à l'extérieur communiquer avec le peuple togolais de ce qui est en train de se tramer derrière leur dos avec ces 108 députés du RPT uni. Donc, ils doivent faire de l'activisme parlementaire
Et c'est à l'activisme parlementaire qu'ils vont communiquer essentiellement avec le peuple, remobiliser le peuple. Mais faire la politique de la chaise vide ne me semble pas une bonne stratégie dans ce cas d'espèce, bien qu'il y a beaucoup de personnes qui conseillent de ne pas être au Parlement. Moi, j'estime qu'ils doivent y aller et faire de l'activisme parlementaire et communiquer avec le peuple togolais en les informant de ce qui se passe chaque jour dans ce Parlement qui n'est pas à une propriété privée de Faure Gnassingbé ni du parti RPT-UNI. Docteur Albert Katé, vous avez dit en première partie de cette émission que les élections divisent beaucoup les Togolais. Est-ce le cas encore une fois dans cette situation juste après les élections législatives et régionales? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Nous assistons à une perpétuité de péripéties liées aux élections. Et justement, c'est pour cela, et il faut que nous puissions mettre des solutions radicales pour pouvoir venir en aide à ce peuple. Sinon, il est condamné à ne vivre que ça. Et je prie vraiment que M. Tché et beaucoup de compatriotes puissent contribuer à cela. Et lorsque ces solutions commencent par tomber, tout le monde peut voir, même si elles sont inconfortables, si ça peut changer la vie et le cours des choses. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de tout ce dont a besoin le peuple togolais, les solutions. Les problèmes, il n'y a rien de nouveau. Si on retourne à 30 ans, et toutes les élections, c'est le même problème. C'est comme une chanson. C'est comme une chanson. Vous voyez, donc, parlant de monsieur, de ce qu'a vécu l'Église catholique, je pense que c'est pas la première fois que l'Église a demandé à participer, à surveiller des élections, et on lui a posé cette question de justifier la source de leurs fonds pour ce projet. C'est pas la première fois. Et comment elle répond à cela, j'ai pas le détail pour pouvoir commenter. Et je pense que c'est une organisation noble qui sait comment répondre et comment remplir les conditions. L'Église n'est pas toujours neutre, puisque nous avons vécu dans les dernières années un prélat de l'Église catholique qui a positionné un candidat au présidentiel et n'a pas hésité de le dire, qu'il est politique. Et nous savons qu'il est politique. Et on a compris à un moment donné que c'est possible, puisque même le peuple l'a appelé pour prendre le devant de la conférence nationale pour régler des problèmes politiques. Donc, la situation de l'Église catholique est un peu complexe, puisque c'est pas seulement au Togo que nous voyons l'intervention de l'Église catholique dans les élections, comparativement aux autres institutions religieuses. Vous voyez. Et donc, je vais pas rentrer dans ce débat. Pour Madame la Première ministre Victoire Daubé, je pense que elle fait la fierté des gens de Vaughan, quoique l'élection ait causé à Maître Pévon ou bien à d'autres militants ou bien à elle-même ou bien à qui que ce soit. En tant que citoyen, en tant que fille de Vaughan, elle fait la fierté de ses concitoyens. Et cette fierté-là, c'est ce que la plupart des villages et des villes cherchent. Nous avons encore en mémoire, si nous sommes aujourd'hui en train de nous trimballer dans tous ces problèmes, nous avons encore en mémoire plusieurs fois quand le Togo devait décoller dans cette démocratie et M. Giclus Olympio a aussi imposé Manu Militari contre Vents et Marées que un premier ministre soit issu de sa région d'Aneho. Et au temps de Obasanjo, si vous rappelez, pour ceux qui connaissent l'histoire, et aussi à Ouagadougou à plusieurs reprises. Et beaucoup d'opposants aussi avaient dit non, ça peut pas se faire comme ça, mais il visait aussi la fierté de sa région et voulait le Premier ministre. Et des noms sont sortis, Eric Amerding, Patrick Lawson, si vous vous rappelez. Vous voyez, mais c'était une affaire de chacun est fier de son fils ou de sa fille qui émerge dans la politique. Et on prie que, voilà, on continue d'apprendre et que notre démocratie s'améliore, qu'on ne parle plus des difficultés liées à la campagne et de tout cela.
Mais au milieu de ça, il y a de bonnes choses qui se passent. Maître Pévon avait rapporté aussi dans ce rapport que des militaires ont eu à protéger son convoi, lui donner la chance de pouvoir continuer sa campagne, que de ne pas être distrait par un convoi qui est passé, qui est un convoi d'UNI. Donc, mais hier, on aurait traité de tous les noms d'oiseaux ces militaires dans les contextes des élections. Donc, pour une fois, bon, on continue de travailler pour que les choses évoluent. Maintenant, M. Keïté a posé une question personnelle qui est comment depuis 30 ans, un seul parti gagne les élections. Il y a quelques minutes, quand j'évoquais l'importance que l'opposition travaille dans le gouvernement, et M. Tché n'a pas apprécié mon point sur l'effet que ça peut avoir sur la victoire de l'opposition aux élections. Donc, pendant les 30 ans, si nous faisons une observation scientifique, mais ce que nous remarquons, ce que nous voyons, sans mentir, c'est que l'opposition en bloc, après l'élection, son entrée dans le gouvernement de 94 avec Kofigo, ne l'a plus fait, a eu des difficultés. Et du moment où elle ne l'a plus fait, et l'histoire montre que elle est restée dans plusieurs difficultés liées aux élections. Et elle n'a pas organisé des élections. Elle n'était pas dans l'organisation des élections. Ça, c'est des faits. Ce ne sont pas des commentaires ni de l'opinion. Ce sont des faits. Vous voyez. Donc, est-ce que c'est important? Peut-être que ça peut donner quelque chose, puisque nous savons qu'en 94, quand elle était dans l'opposition, dans le gouvernement en bloc, elle a organisé des élections. On n'a pas eu tous ces problèmes que relève M. Tché aujourd'hui, violence, cas d'identité, cas d'électeurs, fraude, cela. On n'a pas vu ça en 94. Donc quelque chose nous dit que lorsque le contexte était tel, peut-être que toutes ces violences, tous les problèmes dont nous débattons n'étaient pas là, peut-être ne seraient plus là s'ils continuent le même contexte. Mais il y a certains qui préfèrent ce contexte-là où l'opposition est absente au gouvernement et ça crée des problèmes et on continue par revenir dans le même contexte, parler des mêmes problèmes. Bon, c'est de bonne guerre, mais nous préférons le contexte dans lequel l'opposition était au gouvernement en bloc et a fait de bons compromis, a négocié de bonnes élections, a organisé aussi ça avec le pouvoir et on n'a pas vu tous ces problèmes que M. Tché est en train de citer. Nous préférons revenir à cela. C'est un choix. Si lui, il préfère, ou bien certains préfèrent continuer dans le contexte actuel. C'est aussi un choix que moi, je respecte. Alors, en 10 secondes. Monsieur, nous avons tous apprécié il y a quelques jours l'avènement de M. Diomaye Faye et Sonko au pouvoir. Mais ce sont des gens qui étaient des cadres dans le gouvernement comme des gens qui travaillent pour les impôts, quelque chose comme ça, ou bien, et ils avaient eu l'expérience et ont trouvé des arguments de campagne pour créer leur parti et défendre ces positions jusqu'à convaincre l'électorat et aujourd'hui ils sont au pouvoir. Vous voyez. Donc, il y a Macky Sall lui-même, il a travaillé dans le gouvernement avant d'être un jour présidentiable et il a accédé au pouvoir. Donc, les cas sont légion. Donc, pendant la conférence nationale souveraine au Togo, nous avons fait venir des gens qui s'y connaissent, des connaisseurs dans plusieurs dossiers. Ce sont des cadres, des gens qui travaillaient, qui sont experts dans ce qu'ils font, des gens qui ont aussi travaillé dans le gouvernement, qui ont relevé des problèmes que seuls eux pouvaient savoir. Parce que si tu es dans l'administration, tu es chef pénitentiaire, tu es ceci, tu es cela, c'est toi qui sais le problème. Donc ce sont ces gens-là que nous avons regroupés dans la conférence nationale, jusqu'au ministre, jusqu'au petit cadre, pour rapporter tous les problèmes dans les commissions et on a essayé de nous asseoir pour solutionner tout cela. Donc le fait de travailler dans le gouvernement, c'est servir le peuple là, c'est connaître en profondeur ces problèmes, y compris les problèmes liés aux élections, puisque les élections sont organisées par le ministère de l'administration territoriale. La CENI n'est pas vraiment l'organisateur, la CENI surveille et fait une partie, ils mettent c'est conjointement avec le gouvernement que toutes les élections se font. Vous voyez, donc c'est une façon de s'imprégner dans le problème et pouvoir mieux la solutionner. Ça a marché pendant la conférence. C'est comme ça que nous avons eu les réformes, les institutions dont parle M. Tché. M. Tché dit oui, quand l'opposition
veut aller aux élections, elle est seulement liée, elle choisit la voie normale, qui est la voie légale. Aller accéder au pouvoir par les élections. Merci. C'est louable, c'est ce que nous voulons. Mais les élections, oui, mais les élections, comment? Seul ou avec le pouvoir ou bien sans le pouvoir? Ça dépend de ce que nous sommes en train de se... Merci, Dr. Katé. Je soutiens cela. Merci, Dr. Katé. Nous avons un téléspectateur qui attendait en ligne. Téléspectateur, vous êtes sur Afro TV, plus 1 319 462 89 119. Bonjour. Bonjour Moïse, c'est Philippe Amidou qui depuis Liège en Belgique. Je salue très fraternellement Dr Katé et Alphonse Théhelou. Et je n'ai pas l'habitude d'emprunter le chemin de l'afro-pessimisme avec les événements aussi bien au Togo que un peu ailleurs dans les pays d'Afrique. Ces derniers jours, malheureusement, je me demande si les afro-pessimistes n'ont pas raison. Je remercie Alphonse pour sa réponse par rapport... c'est vrai qu'il a eu du mal. On sent que on a senti l'embarras. Il a fait le tour, ok. Mais j'aimerais poser une question à Alphonse, une fois n'est pas coutume. Mon ami Alphonse, est-ce que, en toute sincérité, en toute objectivité, les partis d'opposition au Togo pouvaient-ils douter de la volonté du régime, de la dictature, de frauder les élections? Parce que, pour répondre à cette question, tu as évoqué des tricheries, voilà. Bon, est-ce que, après tant d'expériences que nous avons connues au Togo, est-ce que tu es surpris de voir que le régime, plus que jamais, a mis le paquet? Parce que là, à l'Assemblée, c'est 96% des sièges qui sont acquis à l'UNIR. D'accord? Donc, 108 sièges sur les 113. Donc, j'aimerais bien que même si nous qui cherchons le changement de ce pays, nous pouvons déplorer une série de choses, nous soyons prêts à assumer les conséquences de nos choix. Et c'est en cela que l'Afrique va grandir. J'aimerais en parlant, et là, on ne peut pas l'ignorer. Regardez le cas du Tchad. Succès Masra, Premier ministre, qui a accepté un compromis. Dans le temps, beaucoup d'entre nous étaient dubitatifs. Succès Masra, Premier ministre, il organise les élections. Et c'est pour faire le rapport par rapport à ce que le docteur Katé disait tout à l'heure. Malgré cela, Kaka Déby triche, fraude et il crie au voleur. Alors que là où il était, il ne pouvait pas douter que Kaka Déby avait l'intention de remplacer son père de faim. Donc pourquoi toujours ne pas prendre les dispositions adéquates, ok, pour empêcher la fraude et après venir pleurer? Et en cela, je dis, dernière chose, même ceux qui trichent, regardez l'état des pays africains. Pas plus tard qu'avant-hier, on a vu encore des jeunes Africains mourir ou bien en péril dans la Méditerranée. Est-ce que nous sommes contents de construire l'Afrique comme cela? Lorsque ces dirigeants-là, dictateurs, vont faire partir de leur pays la jeunesse qui pourrait construire ces pays-là, qui viendra le construire? Peut-être des Occidentaux, peut-être des Chinois, c'est ce qu'ils veulent. C'est le cas du Togo. Donc, j'aimerais bien. Et la dernière chose, donc moi je renvoie dos à dos l'opposition et le pouvoir dictatorial au Togo. Parce qu'en ce faisant, le Togo ne trouvera jamais l'équilibre ou la cohésion nationale nécessaire à son développement social et économique. Donc ils mettent le Togo, ils enfoncent le Togo encore dans la difficulté en faisant cela. Et la dernière chose, on parle du taux de participation, on parle de la démobilisation des populations. Mon ami Alphonse et mon ami Katé, docteur, lorsque vous n'avez que le choix d'aller aux élections
vous mettez le paquet. Pourquoi les populations qui veulent le changement, qui souffrent, ne sont-elles pas parties voter pour essayer de changer? Et on a dit, beaucoup d'entre nous qui avons soutenu les élections, avons lancé l'appel aux populations, lorsque vous allez voter, gardez un œil sur vos choix pour qu'on ne vous les vole pas. Donc il faut que cette population-là prenne également ses responsabilités. Lorsque tu es père de famille ou mère de famille et que tu élèves chez toi un chat et que tu prépares le goûter, le souper pour ta famille, tu ne peux pas laisser le souper sans la friture de poisson, sans surveillance ou sans protection, dire que tu vas te laver et revenir pour trouver encore ton souper intact et pour l'offrir à ta famille en fin de journée. C'est une question de responsabilité partagée. L'opposition, surtout le pouvoir en place, et le peuple. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Merci. Sinon, on n'avancera jamais. Merci, monsieur Amedodi, de nous avoir appelés. Merci à tous ceux qui nous suivent également sur AfroWeb TV, nécessairement sur notre chaîne YouTube. Monsieur Tchehelola Sonia Massadi Refumelate, vous vous sentez interpellé. Pouvez-vous répondre juste à ces questions de monsieur Amedodi pour qu'on puisse avancer très rapidement? Merci. Je voudrais remercier mon ami et frère Amedodi pour les questions qu'il a posées. Je pense que en fait la réponse se trouve dans sa propre question. Il me semble c'est seulement sa posture, n'est-ce pas, ou sa conclusion qui me gêne, puisqu'il pose une question, mais en même temps il rejette dos à dos l'opposition et le régime a été unir sur la question des élections togolaises. Et ça me gêne, ça me choque et ça me surprend de lui. Parce que si on est vraiment engagé pour le changement au Togo, si on comprend tous les sacrifices que ceux qui sont sur le terrain font, n'est-ce pas, pour changer la gouvernance par le vote, par les élections au Togo, on ne peut pas tenir ce genre de propos. Donc, je suis très choqué de cette posture de mon ami Philippe. Je veux croire que ce n'est pas un virement à 180 degrés. Je ne veux pas le penser. Néanmoins, je vais quand même convoquer un fait historique, un argument que j'appellerais ad hominem. Cet argument, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre un exemple sur la personne et le lui opposer. C'est ça que ça veut dire. Alors, l'argument que je veux prendre, c'est Philippe lui-même, qui, en 2020, dans les élections, dans le cadre des élections présidentielles, était rentré au Togo et s'est occupé, je dirais, de la gestion informatique du candidat président Agbome Kodjo. Et c'est à la veille de ces élections qu'on découvre que Philippe n'a pas été même en mesure d'assurer sur le plan informatique les ordinateurs qui devaient servir de garantie, n'est-ce pas, à couvrir les résultats de ces élections présidentielles, à assurer les preuves, n'est-ce pas, de la victoire du président Agbome. Ça a été un fiasco total. Alors, il peut y avoir des raisons pour l'expliquer, des raisons de moyens, des raisons de compétences, mais voilà ce fiasco, et ceci s'est passé en 2020, je veux dire, après plusieurs élections présidentielles, on ne peut pas faire ce genre d'erreur. Philippe et son équipe l'a fait. Et ça a eu une incidence, en tout cas un impact négatif sur la capacité de la DMK de produire les preuves de la victoire d'Agbome. Vous voyez. Et donc, si aujourd'hui c'est Philippe qui vient faire un procès à l'opposition, ça m'étonne parce qu'il lui-même il est rentré sur le terrain. Il a touché du doigt la réalité des choses. Et aujourd'hui, il veut se jouer ce beau rôle. Ça, personnellement, ça me gêne. Mais ça fait partie de la politique politicienne dont Philippe est habitué. Je ne veux pas cacher pour pouvoir lui dire. Au-delà de ça,
sur les questions fondamentales, je dirais que il faut avoir la bonne lecture de la situation politique togolaise. C'est un régime qui s'est imposé, qui n'est pas légitime, qui n'est pas légal, qui s'est imposé d'abord par le coup d'État, un coup d'État sanglant qui a éliminé le premier président démocratiquement élu après les indépendances. C'est un crime majeur qui a eu un impact sur toute l'Afrique, puisque après ça, il y a eu plusieurs coups d'État qui ont fait en sorte que les pays africains tirent le diable par la queue. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça n'est imposer un régime de terreur au Togolais. Ce régime dure 60 ans par la violence et par la force systématique. Voyez. Et donc, la question au cœur aujourd'hui de l'alternance politique au Togo, c'est une question qui se pose avec acuité et qui doit convoquer tous les Togolais à ne pas se tromper sur le diagnostic fondamental. Aujourd'hui, le fils de Yadema ne veut pas lâcher le pouvoir. Il dit que son papa lui a dit de ne jamais lâcher le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il construit une forme de gouvernance basée sur la corruption, une façon de complètement dilapider, n'est-ce pas, les ressources de l'État. Il n'y a pas on ne rend pas compte de cette gestion. C'est la kakistocratie, c'est-à-dire le gouvernement des mauvais par les mauvais. Vous voyez? Et nous sommes dans ce cas de figure. Donc, il ne faut pas se tromper sur le diagnostic. Au-delà de ça, il faut comprendre également que le problème togolais, c'est parce que le Togo, historiquement, par les circonstances de l'histoire, est un butin de guerre. Et en tant que butin de guerre, la France coloniale n'accepte pas que la Grande-Bretagne ait pu prendre sa partition, le Togo britannique l'est attaché au Ghana, et qu'elle ne peut pas avoir toute la main sur la partie qui lui est revenue. C'est-à-dire, il n'a pas réussi à l'attacher au Bénin. Et donc, les nationalistes ont réussi, avec les circonstances de la Deuxième Guerre mondiale, à pouvoir arracher, n'est-ce pas, ce Togo-là des mains de la France par la seule élection libre et démocratique de 1958 sous le parrainage de l'ONU. Donc cette indépendance que le territoire du Togo a acquis, la France ne l'a pas acceptée et est passée par d'autres moyens, la division ethnique, diviser pour régner, monter les uns contre les autres, comment on l'appelle, téléguider des militaires démobilisés de la guerre d'Algérie ou d'Indochine pour tuer le président. Et depuis, la France a mis sa main sur le Togo. Et on a vu comment les présidents français ont toujours réagi. Comment on l'appelle, quand Mitterrand devrait soutenir la démocratie togolaise et répondre à l'appel de Kofigo face aux attaques au Tchad et Yadema pour pouvoir tuer la transition, on a vu comment Mitterrand a réagi en laissant ses militaires au Bénin parce qu'il craignait que le Ghana devrait venir en soutien, n'est-ce pas, la démocratie togolaise. Donc, ils ne sont pas intervenus. On a vu comment Chirac a appelé Obasanjo, l'a appelé plus de 15 fois dans la journée pour l'amener à pouvoir soutenir le coup d'État, le triple coup d'État militaire de Faure Gnassingbé. On a vu enfin comment le président Macron, quand les Togolais se sont soulevés en 2017, comment il a, comme solution, prôné les élections, mais quand ces élections sont devenues frauduleuses et quand la victoire du président Gbagbo a été volée, on a vu comment Macron s'est comporté. Donc la France veut toujours avoir sa main sur le Togo en passant par un clan, une famille, un quatuor d'officiers pour pouvoir garder le Togo dans la pauvreté, dans la prédation, dans le sous-développement. Monsieur Thierry Lawson, on va recevoir, je ne vous coupe pas, mais on va recevoir le vrai problème du Togo. Oui. Monsieur Thierry Lawson, on va recevoir très rapidement cet auditeur ou téléspectateur qui nous suit de près et je vais vous poser les autres questions que j'ai à mon niveau. Téléspectateur, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Je pense que c'est monsieur Moïse. Oui, allez-y. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Olivier Ama. Monsieur Olivier Ama.
Allez-y. Oui. J'ai suivi l'émission. Je voudrais féliciter les deux débatteurs, Monsieur Katé, Docteur Katé, et Monsieur Che Helou Lawson. Oui. Vraiment, c'est un débat de haut niveau et je souhaiterais intervenir sur deux points. J'ai entendu M. Katé parler des problèmes des élections en Afrique. À chaque élection, il y a des problèmes. Donc, pour le cas du Togo, plus précisément, et je voudrais que les débatteurs sachent que au Togo, c'est la transparence des élections qui a toujours constitué un grand problème. Je m'explique. Ceux qui me connaissent savent que je sais beaucoup de choses par rapport aux élections au Togo. La fraude, elle est systématique. Et bien évidemment, la fraude a commencé juste avec les élections de 1998. Et à partir de 1998, chaque élection, le régime au pouvoir, avec son parti politique, prépare les élections, prépare la fraude, puisque le message qui est passé, ou qu'on passe entre les cadres de unir, c'est que si on ne vole pas, on ne peut pas gagner. Donc, vous aurez constaté que ces législatives, le vol a été systématique, la fraude a été systématique. Maintenant, même la fraude se fait sans peur, parce qu'ils sont rassurés que personne ne sera poursuivi. Et puis, je voudrais que M. Katé sache que le rôle d'une partie de l'armée dans les fraudes, si je veux raconter ça ici, on ne va pas finir. Donc, une partie de l'armée participe à la fraude. Et la fraude électorale est organisée à grande échelle sur toute l'étendue du territoire. Moi qui vous parle, je suis témoin oculaire et auditif de beaucoup de choses concernant les élections dans notre pays. Si on ne revient pas à la transparence des élections, notre pays va faire du surplace. On ne va jamais progresser. Parce que le peuple, on ne reconnaît pas la valeur du peuple dans notre pays. C'est le grand problème du régime qui est au pouvoir. Il ne veut pas quitter le pouvoir, ni aujourd'hui, ni demain. Tout est fait pour s'incrustrer au pouvoir à cause de la faiblesse du peuple togolais. Voilà, donc ça c'est fini. Je voudrais entamer le deuxième point qui est, M. Katé a parlé des fonctionnaires, il faut que l'opposition participe au gouvernement, les fonctionnaires aussi, pour qu'ils puissent savoir être des cadres, bon voilà, il a évoqué tout ça là, et je voudrais lui dire qu'avec le régime RPT unique, vous ne pouvez pas être fonctionnaire et vous afficher du côté de l'opposition. Ça, au Togo, pour le moment, on n'est pas arrivé à un niveau où le fonctionnaire peut dire ce qu'il pense. La preuve, il y a un proviseur qui était pratiquement relevé de ses fonctions parce qu'il s'est simplement exprimé sur TV5 Monde. Donc, étant donné que tout est fait pour que le régime continue, quand vous êtes opposant, d'abord, quand vous arrivez au gouvernement, le régime fait tout pour vous phagocyter. Si vous résistez, on vous renvoie. Mais vous ne pouvez pas être au gouvernement ou être fonctionnaire et s'afficher contre le régime. Au Togo, c'est pas faisable pour le moment. Donc, arrêtons de nous voiler la face. Nous avons pratiqué ce régime. C'est un régime de violent. C'est un régime de, je ne sais pas comment qualifier ce régime. Voilà. Et si les Togolais, dans leur ensemble, même les gens d'UNIR, il y a certains qui sont dans UNIR qui souhaiteraient que le Togo évolue. Absolument, il faut qu'on évolue. Pour évoluer, il faut
être transparent. Il faut la transparence à tous les niveaux dans notre pays. Sans ça, on ne va jamais progresser. On fera du surplace. Je vous remercie. Merci, Monsieur Olivier Ama, de nous avoir appelés. Et merci de nous suivre. Alors, Docteur Kate, vous vous sentez aussi interpellé à travers cette intervention de M. Olivier Ama, mais je vais donner juste 10 secondes à M. Thierry Lawson le temps de terminer donc son intervention pour qu'on puisse évoluer. M. Thierry Lawson. Alors, je voudrais saluer l'intervention du commandant Olivier Ama. Il y a des moments où je me désespère comme Togolais, mais il y a des moments aussi quand j'écoute des Togolais s'exprimer, leur courage, leur détermination, leur honnêteté, leur sens de probité morale et intellectuelle, comme le cas du commandant Olivier Ama, j'ai des raisons d'espérer pour le Togo. Nous avons des valeurs sûres comme ce commandant. Il a souffert la croix et la bannière, il a fait la prison pour ses convictions, mais qui continue pour se battre pour le Togo et qui dit la vérité. Il a été témoin, il a été à des hautes responsabilités dans ce pays. Il a été responsable de la gendarmerie, il a été dans tous les corps, c'est un officier supérieur. Et cet officier supérieur a accepté de perdre tous ses avantages pour faire avancer son pays. Je pense que des valeurs sûres comme ça, nous devons en être fiers, nous devons les protéger, nous devons les encourager. Et nous pensons ils sont nombreux, n'est-ce pas, dans l'armée togolaise. Et c'est le lieu pour moi d'appeler à la conscience de l'ensemble des officiers, de prendre exemple sur le cas d'officier Ama et d'autres officiers qui ont marqué l'histoire du Togo. Car aujourd'hui, la responsabilité est dans leurs mains. Il me semble que l'opposition a utilisé toutes les voies possibles, celle, n'est-ce pas, de la légalité, celle de croire à des négociations, des réformes, celle de pouvoir prendre le pouvoir par les élections. Mais le commandant vient de prouver comment c'est pratiquement impossible. Et donc l'armée, ou du moins la partie de l'armée qui participe à la fraude, doivent quand même, c'est une armée républicaine, et la Constitution leur garantit cette neutralité. Et cette constitution qui leur donne ce pouvoir-là doit les amener, n'est-ce pas, à asseoir un cadre transparent, équitable pour tout le monde, de façon à ce que tous les Togolais soient logés à la même enseigne pour que nous puissions avoir un cadre légal, un cadre transparent pour pouvoir faire avancer le pays. Il ne s'agit pas que un pouvoir puisse sur l'autre, mais que le Togo puisse avancer. Merci. Je terminerai, si vous permettez, Ok. très rapidement pour dire que quand vous voyez la façon dont les choses se passent, la diaspora est complètement exclue. Nous n'avons pas, dans ces élections-là par exemple, il n'y a pas de représentants de la diaspora au Parlement. Donc on ne vote pas, et aussi on n'est pas représenté. Et la nouvelle constitution complètement enlève également le droit de vote, le droit aussi de vote aux Togolais de la diaspora pour pouvoir désigner leurs dirigeants. Voilà un peu tous ces cas qui m'amène à dire que l'armée togolaise a la responsabilité soit de renverser le régime en place, de faire un coup d'État, ou tout simplement d'appuyer le peuple togolais dans sa volonté de se débarrasser de ce régime de force d'assiser. Au concret, n'est-ce pas, un cadre pour permettre au Togo d'avancer, pour les Togolais de se réconcilier et de développer leur pays dans la fraternité, la paix, la justice, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que tous les Togolais se sentent une seule et même famille et que plus jamais c'est cette gestion kakistocratique, cette gestion qui humilie les Togolais et qui les enfonce dans un enfer indescriptible. Autant de questions que nous voulons vous poser au cours de cette émission. Docteur Albert Kate, très rapidement, je vais vous donner 2 minutes pour répondre à cette interpellation de Monsieur Olivier Ama. Allez-y. Tout d'abord, mes salutations à M. Olivier Ama et je suis très honoré de son appel, son intervention dans notre émission. Et mes respects à lui. Je le rejoins dans ce propos que la transparence des élections
est un objectif qui peut vraiment ouvrir la voie à un Togo nouveau. À cela s'ajoute une réflexion technique et qui est celle que comment obtenir la transparence. C'est de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la transparence des élections. Donc, si nous voyons cela sur un aspect technique, c'est que nous aurons une série d'éléments qu'il faut mettre en application et conclure que nous avons alors la transparence des élections. Et c'est un travail qui doit satisfaire tous les côtés. Donc, qui doit donner un résultat relativement satisfaisant. C'est pour cela que nous soutenons toujours l'idée du dialogue élargi. Mais quand nous le disons, il y a l'opposition qui prend à bras le corps et à elle seule cette responsabilité de travailler sur les approches qui peuvent amener à une élection incontestable, mais n'est jamais arrivé à le faire. C'est pour ça que nous sommes encore aujourd'hui ici à parler. Sur l'aspect des fonctionnaires, je respecte et je comprends la position de monsieur du commandant Olivier Ama qui dit que ce n'est pas encore le moment et que un fonctionnaire peut être compromis dans le contexte actuel. Mais la seule leçon dans ces propos est qu'il signale que le contexte d'aujourd'hui est problématique. Alors, si le contexte d'aujourd'hui est problématique, c'est-à-dire, ça implique qu'il y a à chercher la solution à quelque chose. C'est que nous sommes conscients qu'il y a un problème qu'on peut toujours améliorer aujourd'hui, que ça soit mieux que demain. Cette vérité-là, de voir qu'il y a un problème sur lequel il faut travailler aujourd'hui, c'est ça qui est important. Peu importe l'approche de solution. Moi aussi, j'ai mon approche de solution à cela. Lui aussi, il a son approche de solution. Chacun a son approche de solution. Mais au moins, voilà quelqu'un qui dit qu'il y a un problème aujourd'hui. Et c'est tout ce que je disais aussi, que nous devons, dans la diaspora, avoir le courage de pointer du doigt des problèmes, même si nous n'avons pas la capacité de trouver la solution magique. Mais d'abord, reconnaître qu'il y a un problème et qu'on essaie de travailler là-dessus. Je prie que le retour des exilés, le renforcement de l'état de droit et des droits de l'homme, puisque c'est cela que symbolise M. Olivier Ama, tout cela revient toujours sur la table. Mais ce ne sont que des hommes qui peuvent améliorer cela, parce que c'est un héritage que nous avions eu en 1994. M. Olivier Ama a dit que les problèmes ont commencé après 1998. Ce qui suppose qu'avant 1998, c'est-à-dire au moment des élections de 1994, il y a eu une satisfaction consensuelle de tous les côtés sur que nous étions dans le meilleur moment. Ça revient toujours. Et pourquoi alors nous ne faisons rien pour offrir au peuple togolais ce moment que chacun pointe du doigt? Mais moi, je dis toujours que si M. Olivier Ama peut présenter ses approches techniques aujourd'hui, comme il a fait, et par rapport à ce que M. Thié dit, c'est parce qu'il a eu à travailler lui-même, qu'il a pu comprendre des problèmes, qui peut présenter des solutions crédibles. Mais si nous voulons une classe politique qui ne va pas devenir expert, combien sont-ils à pouvoir proposer des problèmes comme M. Olivier Ama? La question de travailler est un peu complexe, ça dépend de comment chacun comprend cela. Moi-même, j'ai mon expérience
dans l'organisation des élections aussi, puisque j'ai travaillé pour l'organisation des élections de 1994. Je faisais partie des techniciens de l'informatique. J'étais programmeur. Nous comprenons beaucoup de choses, mais il y a une chose. Pour qui travaillons-nous? C'est le peuple qui nous appelle à le servir. Et lorsque nous choisissons d'être politiques, nous choisissons d'aller aux élections, l'élection, c'est représenter une masse. Donc, vous êtes au service de ce peuple-là. Vous ne pouvez pas le servir sans travailler pour lui. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que la relation entre les postes électifs pour lesquels postulent les opposants, les relations entre ces postes-là et le rôle de l'administrateur, personne ne dit c'est quoi cette relation. Et c'est là où nous faisons l'erreur, parce que en 1994, lorsque nous avions mis en place le Haut Conseil de la République, c'était pour accompagner le gouvernement de Kofigo, qui devait être l'action du gouvernement. Et ne pouvait pas le faire seul sans l'Assemblée. Donc c'est une complémentarité. Et tout cela au service de la nation. Mais le travail qui est fait par le serviteur du peuple, ce sont ces réformes-là qui doivent améliorer nos vies. Nous sommes toujours au point de départ parce que lorsque nous nous asseyons pour chercher cette solution à tous ces problèmes-là, il revient toujours à une chose. Qui va mettre en application ces solutions qui sont les réformes? On est toujours d'accord de soutenir qu'une partie reste à la maison et qu'une seule partie le fasse. Et le résultat, cette partie qui reste à la maison revient pour toujours dire que ça n'a pas avancé. Mais demain, on reprend. Et nous soutenons toujours l'idée qu'une partie doit légitimement rester en dehors de l'application des réformes qui doivent améliorer nos vies. Les transparences vont venir de ces réformes. Ce sont des réformes sur les élections, telles que nous voulons, telles que chaque côté le veuille. Parce que les élections sont une faculté. Et pour chuter, même aux États-Unis, nous avions vécu ce que Trump a présenté à la nation, bien que c'est la grande démocratie. Dans les États, comment son staff a agi, bien qu'il y ait des administrateurs de l'État là-bas, ça n'a pas été simple. Il a pu créer des problèmes. Mais, à la fin, comment ça a été réglé? La plupart des cas, ce sont des élus, des administrateurs, qui sont aussi politiques, qui ont eu à prendre des décisions dans l'intérêt de la nation pour que le pays reprenne son cours normal. Donc, cela prend toujours des hommes pour amener le peuple dans de bonnes conditions. Maintenant, qui sont ceux qui veulent rester dans ce travail-là? Qui sont ceux qui veulent rester dehors? Moi, je continue de croire toujours que les solutions ne vont pas se faire d'elles-mêmes. Ça va toujours prendre la main des hommes, la tête des hommes. Je vous remercie. Merci, Dr Katé. J'ai encore quelques minutes pour clôturer la partie élection de cette émission. Nous avons Monsieur Amedodi qui est revenu. Monsieur Amedodi, rebonjour, rebonsoir. J'aimerais interpeller Dr Katé, que je respecte beaucoup, mais aujourd'hui, je crois que on tend vers la conclusion. On aimerait qu'il arrête de parler la langue du bois, c'est-à-dire faire les fictions, éviter les questions et essayer ou défoncer à chaque fois des portes qui sont déjà ouvertes. Docteur Katé, vous parlez du Haut Conseil des Togolais à l'étranger. Ce machin-là, qu'est-ce qu'il a donné? Non, pas de Haut Conseil des Togolais à l'étranger, mais de Haut Conseil de la République. Je parle de la conférence nationale. Il parlait donc de la conférence nationale. Le HCR, le Haut Conseil de la République. Oui, ok. Mais en fait, Dr Katé, lorsque le problème, la problématique à laquelle étaient confrontés les fonctionnaires, parce que Dr Katé disait que l'opposition devrait participer à la gouvernance du pays. Dr Katé, je sais que vous êtes à la diaspora, mais j'ai comme l'impression que vous ne savez pas ce qui se passe dans votre propre pays. Ok? Regardez, prenez seulement
le CPC, cadre permanent de concertation qui a été mis en place, vous dites qu'il faut travailler à l'amélioration des conditions d'organisation des élections. Vous voulez qu'on le dise? Ça aurait pu se faire dans quel cadre? En fait, nous sommes en phase en place qui n'a que pour seul objectif et ambition de poursuivre la confiscation. En fait, il ne faut pas, Dr Casté, que vous fassiez croire aux gens qui nous écoutent que le pouvoir en place serait de bonne foi et que les oppositions qui traînent le pas. C'est faux. Alphonse l'a dit tout à l'heure, nous sommes à notre 29e, voire 31e négociation. À chaque fois, lorsque nous allons vous trouver un accord avec le parti gouvernemental et faire en sorte que le Togo avance, c'est toujours un jeu de dupes. Ils signent en dessous du compte de l'accord, sachant pertinemment qu'ils n'ont pas envie d'honorer leur engagement. Vous avez parlé de l'Église catholique. Que oui, on sait, l'Église catholique a pris souvent des positions qu'elle est impliquée politiquement et que les autres confessions ne font pas pareil. Docteur Katé, il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est son avis, monsieur Amedodi. Alors, dites votre avis pour qu'on puisse avancer. Je vais lui répondre et je termine par là. Ils ne vivent pas la misère au Togo. Comment voulez-vous que l'Église catholique, qui prêche l'amour de son prochain, qui prêche la vérité, reste dans son coin en disant que non, la politique ne la concerne pas? En quoi est-ce que déployer des observateurs, des missions d'observation électorale, que des fidèles des paroisses, qui normalement, on ne triche pas. Okay? Et je crois que dans les autres religions également, il y a ce principe-là, du respect, de l'honnêteté. Okay? En quoi déployer des fidèles d'une église de confession et religieuse au Togo pour aider à surveiller et à éviter les fraudes pose problème, poserait problème. Docteur Katé, s'il vous plaît, si travailler, surtout nous, la nouvelle génération, à restaurer ce pays-là, il faudrait que vous arrêtiez de faire, ne voyez pas le problème. Les doigts sont mis sur le problème, ne les évitez pas. On ne réveille jamais quelqu'un qui fait semblant de dormir. Merci. Semblant de dormir, réveillez-vous, parlons en toute sincérité, parce que vous tournez, là vous êtes en train de nous tourner en bourrée. Merci monsieur Amedodi de nous avoir appelé. Nous sommes sur la dernière ligne droite de cette seconde partie de notre émission. Je suis tenté de poser mes deux dernières questions concernant donc les élections, puisque je dois parler également de la promulgation de la nouvelle constitution togolaise. Mais pour l'heure, Dr Katé, je vais vous donner juste une minute pour répondre rapidement et nous irons en conclusion. Allez-y. Merci à monsieur Philippe Amedodi. C'est que nous n'avons pas beaucoup de compatriotes comme lui et M. Tché dans la diaspora régulièrement qui contribuent. Donc, respectueusement, salutations, merci. Oui, mais je pense qu'il a vu un peu faux mes propos. Hein. D'abord, il parlait du ACTE, je pensais de là il allait, mais je parlais pas de ça, ça c'est un. Et de l'autre côté, je n'ai pas dit quelque chose en faveur du CPC, du cadre permanent de dialogue, CPDC dont il parle, puisque moi j'ai fait des sorties publiques, je fais partie de ceux qui ont publiquement exigé qu'il faut ouvrir un dialogue élargi, y compris à la diaspora, lorsque le CPDC était restreint contre même les gens de la société civile et aussi de la diaspora. Donc mes sorties étaient claires et publiques. À la place publique pour cela. Donc, je sais pas. Maintenant, quand il parle de l'Église catholique, ma position était claire. J'ai dit que l'Église, je n'ai rien dit contre l'Église catholique, non. Et je n'ai fait que parler de l'observation qu'elle a été beaucoup plus impliquée pour avoir joué le rôle de la conférence nationale qui était dirigée par un prélat. Et dans plusieurs États, dans plusieurs pays, l'Église catholique a souvent joué un rôle prédominant dans l'organisation des élections, dans la politique, tout comme au Zaïre, un peu partout. Donc, ce sont des faits, contrairement à d'autres confessions religieuses. Puisque si nous observons, on peut compter du doigt, l'Église a beaucoup plus contribué et des prêtres ont même se sont expliqués. J'ai parlé aussi du prélat Poudre qui a positionné un candidat aux élections 2020 et
et leur sortie à la sortie de l'Église qui ont expliqué que c'est tout à fait légitime, ils sont des humains, ils peuvent être politiques et aussi prêtres. J'ai expliqué ça. Donc ce que M. Philippe Almedo dit, je pense qu'il rejoint plutôt ce que j'ai dit. Donc il n'y a aucune contradiction et ma position était claire. Je ne sais pas encore sur quel point il y a ambiguïté, mais voilà, donc c'est ça. Donc je m'arrête là. Merci. Merci chers amis, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur YouTube aussi, nous en disons infiniment merci. Alors, Monsieur Tchehelou Lawson Ngamassadi Refoume Laté, pourquoi n'arrive-t-on pas jamais à avoir une élection dont tous les Togolais acceptent les résultats? Ce sera votre conclusion également pour cette seconde partie de notre émission. La réponse, je crois que les personnes avisées nous l'ont déjà donné. D'abord, je vais citer l'ancien ministre de l'Intérieur, François Bocon, qui a clairement dit que le RPT ne peut pas, en tout cas, dispose que de 10% de l'électorat togolais. Donc, objectivement, s'il y a des élections libres, démocratiques et transparentes au Togo, le RPT sera battu à plat couture. Il se fait que le fondement de la gestion du pouvoir du RPT uni, comme on l'a dit, est issu du coup d'État, le coup d'État de 1963. Ensuite, ça s'est organisé autour de la terreur, donc à travers une branche militaire, et ça a construit une dictature qui, vous l'avez vu, à la mort des Yadéman, s'est transformée en une monarchie par la prise de pouvoir de son fils dans les conditions que ça s'est passé, un quadruple coup d'État institutionnel, constitutionnel, électoraliste et militaire. Et donc, il s'est accroché au pouvoir jusqu'à présent. Alors, le fondement, la légitimité du pouvoir au Togo n'est pas démocratique fondamentalement. Donc, si on organisait une élection libre et démocratique, il va perdre le pouvoir, il n'a pas l'intention de perdre le pouvoir, et par conséquent, il faut passer par la fraude, par la violence, par la corruption, par la terreur pour maintenir le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la deuxième réponse à cela, je crois que c'est le commandant Amar Olivier qui l'a proposé. Et c'est d'ailleurs qui a été à la base de tous ces déboires, son emprisonnement et aussi de toute la machine qu'on a mis en place pour l'assassiner. Il a dû s'exiler. Vous voyez, il a demandé à l'armée togolaise, comme ça a été le cas de 1966, il n'a même pas parlé de coup d'État, d'informer le chef de l'État comme quoi, vu la situation économique, politique, la situation sociale du Togo, il faudrait que sa forme de gouvernance s'arrête et qu'on crée les conditions, n'est-ce pas, de rassembler les Togolais, aller vers une transition et qu'ils puissent revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire des élections libres et démocratiques, et qu'on puisse choisir les personnes appropriées pour la gestion du pays, et qu'on également que ces personnes rendent compte, n'est-ce pas, de la gestion du pays pour le bien de tous les Togolais sans exception et sans discrimination aucune. Donc l'armée, qui est au cœur, n'est-ce pas, du pouvoir togolais, doit jouer ce rôle impartial, mais en même temps ce rôle d'émulation qui permet au Togo de se lever. Et ça, on n'a pas aimé ça, on a voulu l'assassiner. Voilà, donc la solution aujourd'hui, c'est toujours revenir à ces fondamentaux, que le RPT comprenne qu'en politique, quand on gouverne, on doit également accepter d'aller dans l'opposition. C'est une étape de votre processus, de votre acheminement, de votre comment dirais-je, de votre maturité politique. Et dans l'opposition, vous pouvez aussi contribuer. Et donc, il y aura des roulements à la tête de l'État. C'est ça l'alternance. On ne peut pas accepter qu'une seule et même famille gouverne ce pays pendant plus de 60 ans et veut continuer par le faire. C'est ça le cœur du problème togolais. Donc, alors, pour résumer, je dis tout simplement que l'ensemble des forces vives de la nation, y compris les militaires, l'armée togolaise, ils ont un rôle important à jouer pour remettre les pendules à l'heure, pour faire asseoir Faure Gnassingbé et lui faire comprendre que 20 ans où il a voulu faire la transition, en tout cas
assurer que le Togo reste uni en paix, etc. Il a eu 20 ans pour faire ses preuves. Il n'a pas réussi. Ce n'est pas le coup d'État permanent, constitutionnel, ce n'est pas le braquage qui va faire évoluer le Togo. Et donc, on doit revenir à des règles, à des principes du vivre ensemble, à la Constitution de 92 qui garantit non seulement les droits, la gouvernance, le bien-être de la population, mais aussi un cadre pour que l'ensemble des Togolais de la diaspora et de l'intérieur du pays puissent se retrouver dans une forme de réconciliation qui garantit la sécurité pour l'ancien chef d'État Kefor Gnassingbé avec ses ministres essentiels sur les questions je dirais, de corruption à grande échelle. Il doit pouvoir rendre compte sur ces aspects. Mais sur les autres aspects, une amnistie pouvait donc leur assurer la garantie. Et s'ils ont accumulé des biens, qu'ils l'investissent pour le bien-être du peuple togolais. Et donc créer en tout cas un cadre pour pouvoir faire avancer le Togo. Le Togo est plus grand que chacun de nous, mais l'essentiel c'est que tous les Togolais, qu'ils soient à Kara, à Dapawa, à Sokore, qu'il ait le minimum, qu'ils aient un bien-être. Qu'on ne peut pas voir les Togolais mourir de faim, de soif, sans être soignés. Simple morsure de serpent les tue. On ne peut pas l'accepter. Et ça, c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il me semble qu'au-delà de toutes ces questions d'élection, de fraude, etc., il faut poser la question fondamentale. Il faut créer les conditions fondamentales. Et on l'a vu au Sahel, avec Assimi Goïta, on l'a vu au Burkina, on l'a vu au Niger. L'armée togolaise aussi est capable de ça, pour réunir tous les Togolais, les mettre en ordre de travailler ensemble dans la discipline, mais aussi en respectant les règles fondamentales. Et c'est pourquoi nous appelons, n'est-ce pas, on sait que cette armée elle-même subit la violence imposée au peuple togolais. Regardez le cas des militaires comme le capitaine Dantema, qui est emprisonné depuis bientôt 15 ans, le capitaine Ati, le cas de Amanya Singbe, le cas du capitaine, du commandant Olivier Ama, hein, et il y a le cas de Pakanya Singbe, malade, qui est maintenu dans des conditions atroces en prison. Donc il y a tous ces militaires qui sont tués dans les camps dont on n'a aucune idée. Le seul que nous avons eu connaissance, c'est le cas de Madjouba, cet officier valeureux qui a été assassiné dans son bureau. Ce n'est pas acceptable pour nous les Togolais. Ce n'est pas acceptable. Et le procès n'a rien donné, n'a pas dit la vérité. Et finalement, c'est Katanga qui a contribué justement à la violence contre le peuple qui aujourd'hui se retrouve en prison. C'est pour dire que tous ceux qui soutiennent ce régime, la violence de ce régime finit par payer eux-mêmes le prix de cette violence. Donc il faudrait qu'on sorte de ça. On a besoin de toutes les intelligences, de tous les Togolais, de toute la contribution pour bâtir une nation, un peuple, une famille, pour le bien-être de tous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pour le faire, le régime de Faure Gnassingbé doit être défait. Et les militaires ont le droit, ont le pouvoir et le droit de le faire. Et l'ensemble avec les acteurs politiques, créer maintenant les conditions, n'est-ce pas, d'une élection libre et démocratique. Merci. La base de la loi, du droit et de la Constitution. Merci, M. Thierry Docteur Albert Katé, la même question pour vous. Et j'ai envie de vous poser la question de savoir si UNIR fait mieux que les autres partis politiques de l'opposition. Merci pour l'occasion et pour le débat avec M. Tché et tous les intervenants. C'est un honneur, grand honneur. S'il fait mieux que l'opposition, ce sont les résultats qui parlent. Et sans aucun doute, chacun a ses objectifs et chacun a ses attentes. Il est clair que l'UNI a exprimé son satisfecit à chaque fois et la gouvernance du pays est à son contrôle, puisque l'objectif des partis politiques, c'est de gouverner. Donc, si tel est l'objectif des partis politiques, je pense que l'UNI fait mieux et que l'opposition. Et l'opposition ne nie pas cela. Donc, je ne pense pas que quelqu'un va dire que l'opposition est aux anges, puisqu'elle ne dit pas ça. Mais donc, sur
la question que vous aviez aussi adressée à M. T, je pense que mon point pour cela, c'est un petit message pour l'opposition, c'est vouloir faire du mal à la diaspora et à la société civile en la rejetant des discussions politiques qui doivent apporter des solutions aux problèmes qui minent notre pays, surtout le problème politique. Eh bien, c'est se faire du mal soi-même, puisque l'histoire est en train de montrer qu'à la fin, ça perpétue les problèmes liés à l'organisation des élections incontestables. Et cela ne fera que faire pleurer l'opposition. Sauf si il y a un manque de sincérité, il y a des larmes de crocodile et les gens font d'autres business. Mais si c'est l'intérêt du peuple que cherche tout le monde, je pense que à partir de maintenant, il faut qu'une nouvelle page s'ouvre dans la résolution des problèmes politiques et que plus jamais on ne se retrouve dans le même contexte. Mais on verra bien la position de chacun si ce sera encore le même scénario. Les difficultés liées aux élections incontestables, les contestations les contestations post-électorales ne font que paupériser notre peuple. Et c'est pour cela, il faudrait qu'en amont, le Togo réussisse par tous les moyens et faire tous les compromis possibles pour qu'un jour nous puissions offrir des élections incontestables qui doivent faire décoller avec puissance notre pays économiquement. Personne n'a d'intérêt à cela, ni unir, ni l'opposition. Et le plus désavantagé a beaucoup plus intérêt à ce que les discussions réussissent. Le peuple est toujours en attente. Mais demain, est-ce que nous serons capables de faire un revirement 360 degrés pour que les citoyens togolais puissent dire quelque chose est en train de se faire? Je pense que ensemble, vous et moi, nous allons voir ce qui va se faire. Et mon dernier point, c'est que personne ne se trompe. L'action pour améliorer les choses, c'est ça que nous appelons les réformes. Et aujourd'hui, on se sépare. Et il y a deux routes. Ceux qui soutiennent que lorsqu'il y aura des idées de réforme qui doivent améliorer la vie de la situation de la population, qui doivent améliorer, solutionner les problèmes politiques, il faut fuir l'application et responsabiliser un seul camp politique. Ou bien ceux d'entre nous qui pensons qu'il faut arriver à tous les compromis politiques, mais aussi maintenir main dans la main le travail comme nous l'avions fait en 1994. Le contexte auquel faisait référence le commandant Olivier Ama, pour que nous offrions au peuple encore un moment où il va vivre, ses fils et ses filles, travailler ensemble pour solutionner ces problèmes-là. Les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas plus grands que les problèmes d'avant la conférence nationale. Mais la preuve est là. Mais le jour où tous les Togolais
opposants, pouvoir, société civile, confession religieuse, on s'est tous levés, aussi difficile que soit-il. Nous avions travaillé, mais ça n'a pas duré. On a vu les retombées immédiatement. Et c'est sur ça, c'est sur ces acquis que nous asseyons jusqu'aujourd'hui. Donc la balle est dans notre camp. Quel moment choisissons-nous? Quel pas choisissons-nous pour les jours de demain? Le peuple sera témoin. Merci à vous. Merci pour le débat. Merci, M. Tchep. Merci, Dr Albert Katé, pour avoir conclu donc cette seconde partie de notre émission. Et je suis tenté d'aborder donc l'ultime partie de cette émission qui consistera à parler de la nouvelle constitution